par rapport aux travailleurs de la santé. Qu'est-ce que ça voulait dire pour eux, pour leur sécurité et ce que ça changeait. Alors, toutes les activités qui ont été faites ont été pour réduire cette appréhension-là face à l'inconnu. Et très rapidement, la stratégie de communication s'imposait. Donc, dès l'ouverture du Centre de coordination des mesures d'urgence, une stratégie de communication avec des bulletins quotidiens, au début même 2 fois par jour, pour rappeler les nouveautés, les directives, les protocoles se sont établis. Et les autres modalités de communication ont suivi toute l'année, que ce soit par petits groupes, par focus group, les grands webinaires organisationnels. Tout était mis en œuvre pour s'assurer que la communication partait, oui, de la gouvernance avec l'information qu'on recevait, les directives et les actions, mais qu'il y ait une boucle de rétroaction qui nous revenait du terrain. Et cette boucle-là a été en continu pendant toute l'année de pandémie. Prochaine diapositive. Alors, on se préparait donc à recevoir les patients et ce que ça voulait dire, c'était des transformations majeures. Tout ça n'aurait pas pu se réaliser sans qu'on ait des mécanismes de coordination qui soient très structurés et présidés par des gens là, chevronnés. Alors, au niveau de la réorganisation clinique, bien sûr, il y avait Martine, la PDG, tous ces groupes, et on avait aussi le groupe de coordination présidé par Eva, avec Eva Sorovitch de la DSP, Chantal Sunny de la DSI, qui assurait cette coordination quotidienne également, où tous les groupes cliniques se sont réunis pour voir comment on devait transformer l'organisation pour augmenter notre capacité d'hospitalisation, qui était le mandat qui était donné aux établissements. Et on devait augmenter notre capacité en soins intensifs, en lits de soins aigus. Et dans la première vague, la commande était vraiment d'ouvrir les lits, d'avoir la main-d'œuvre et de délester de façon très importante les activités. Donc, il y a eu un délestage des activités chirurgicales, bien qu'on protégeait, et encore là, ça se réunissait tous les jours pour protéger les chirurgies prioritaires, un délestage où on attendait l'arrivée des patients. Ça a aussi comporté des transformations au niveau des équipes de soins. Il fallait avoir la main-d'œuvre pour ces lits-là qu'on ouvrait au niveau COVID. Il fallait aussi, donc, le délestage d'activités a permis de prendre, par exemple, les infirmières qui étaient au bloc opératoire, à la salle de réveil, et pouvoir les déplacer pour aller aider pour ouvrir les unités COVID. Il y a eu également des groupes, des médecins des chirurgiens qui sont allés aider sur les unités COVID et bien d'autres spécialités se sont réorganisés et ont été redéployés pour prendre soin des patients COVID. Au même moment, on a également fait les transformations des actions ambulatoires. La prémisse était que si les gens n'avaient pas à venir à l'hôpital, qu'on donnait les services ambulatoires par téléconsultation, par téléphone, mais en s'assurant de garder le message que si vous avez besoin de soins, c'était sécuritaire de venir à l'établissement pour des soins. La prochaine diapo. La force du CUSUM. Je vous parlais des inconnus et le CUSUM a été choyé et a bénéficié d'avoir au sein de ses murs des experts de la prévention contrôle des infections, des experts en immunologie, en infectiologie et dans toutes les disciplines et les professions. Et ils participaient à des comités locaux, nationaux, même internationaux, soit sur le développement des vaccins, soit sur les modes de prévention contrôle des infections au niveau des traitements, ce qui faisait qu'on avait l'information pratiquement en temps réel. Alors, premièrement, on a pu s'appuyer par les experts et toutes les décisions qui ont donc été prises ont été prises basées et sur la science et sur les données. Le CUSUM s'est aussi doté très rapidement d'un tableau de bord en temps réel qui permettait de voir en tout temps où étaient les patients COVID, les tests de laboratoire, les résultats de tests de laboratoire et avoir des données locales pour soutenir la décision, autant par rapport aux patients COVID qu'aux employés qui auraient pu avoir contracté la maladie. Donc, ça a été une force très importante du CUSUM. Ces équipes interdisciplinaires-là, de toutes les professions aussi, ont contribué à la rédaction des protocoles
et il suivait l'évolution des connaissances. Alors, on a très rapidement vu les protocoles qui changeaient quotidiennement et on avait l'opportunité d'avoir des gens qui les revisaient. On a été appuyé par les éducatrices en formation, par également la direction de l'enseignement. Les formes d'enseignement ont été multipliées. Il y a eu des sessions de simulation qui ont été faites. On a vu au début très rapidement pour le port d'équipement de protection individuelle, des vidéos qui étaient faites pour s'approprier les nouvelles pratiques, les protocoles et également l'environnement numérique d'apprentissage en ligne qui était disponible. Et bien qu'on sait que toute l'information peut être très bonne, tout allait à un rythme effréné. Et ce qui a été extrêmement important, ça a été d'avoir le soutien des infirmières éducatrices qui ont été au service de l'organisation 24 heures, 7 jours semaine. Elles étaient sur le terrain et s'assuraient de pouvoir soutenir les changements de pratique. Dans tout ça, c'était extrêmement important de permettre aux chercheurs de l'Institut de recherche du CUSUM de pouvoir avancer leur projet de recherche. Donc, il y a eu une accélération par le comité d'éthique de la recherche, de l'approbation des projets de recherche, mais également un comité de convenance qui a été fait précisément pour pouvoir accélérer les décisions pour que les projets de recherche se déploient rapidement. Donc, le rythme a été augmenté à ce moment-là aussi. Et beaucoup de communications ont été faites dans les médias et au sein des webinaires pour répondre aux questions, aux réponses de tout le monde pour s'assurer qu'on pouvait baisser le niveau d'anxiété et répondre aux questions. Prochaine diapo. Un autre endroit où le CUSUM a pu bénéficier de l'expertise a été vraiment au niveau de la grappe Optilab. Au niveau de la grappe Optilab, le site Glenn a été le premier à implanter les tests COVID à haut débit. Donc, on avait une très grande capacité de dépistage au CUSUM. Et le temps de réponse des résultats de tests était à l'intérieur des 24 heures, ce qui a été vraiment très aidant encore là pour la prise de décision. Et plus récemment, dans les premiers laboratoires au Québec à identifier les variants. Et donc, sur tous les tests positifs, il y a automatiquement un test pour les variants. J'en fais pas mention, mais vous pouvez voir l'ampleur des chiffres là, que ça représente. Au sein complexe de la grappe Optilab, qui est 12 labos, c'était 750 000 tests COVID qui ont été réalisés. Au CUSUM lui-même, 455 000, dont 200 000 a été atteint la semaine dernière pour les patients COVID et le centre de dépistage. Donc, ça vous donne l'ampleur des volumes qui ont été faits par notre grappe Optilab. Prochaine diapositive, s'il vous plaît. Et tout ça devait se faire dans un environnement sécuritaire. C'était très important que l'environnement permette de venir au CUSUM et de se présenter et que ce soit un environnement sécuritaire. Il y a eu des travaux majeurs d'aménagement qui ont été faits. La direction des services techniques a été très sollicitée pour travailler avec les équipes cliniques. Et vous voyez également l'ampleur des travaux. Rapidement, je me souviens, le lundi matin, après l'ouverture des mesures d'urgence qui a été faite le jeudi, le lundi matin, on avait du triage aux portes et on s'assurait que seuls les patients qui avaient des rendez-vous et les employés pouvaient accéder à nos sites pour protéger la sécurité de nos sites, s'assurer que les patients n'hésitent pas à venir nous voir également. Et il y a eu des installations rapides et importantes pour s'assurer qu'aux urgences, on pouvait trier les patients à l'extérieur. Donc, il y a eu des tentes de réanimation, des tentes pour les traumas, pour le dépistage et l'attente de résultats qui ont été mises en place. Et ça a été comme un agrandissement de nos salles d'urgence pour protéger toute entrée vers l'établissement. Je ne cacherai pas également qu'au niveau de l'entretien ménager, c'était colossal. Vous voyez les gens qui nettoyaient constamment tous les espaces publics, qu'on dirigeait également les ascenseurs. Les routines d'entretien ménager ont été accélérées et on a eu beaucoup d'augmentation à ce niveau-là. Et pour l'aménagement, le site Glenn, on était choyés, on était en chambre individuelle, mais pour nos autres sites, ce n'était pas le cas. Alors, pour s'assurer de diminuer la transmission, d'avoir un bon environnement, des chambres, on a transformé le maximum de chambres en chambres semi-privées. On a augmenté nos chambres à pression négative
qui protégeait. On a transformé nos cliniques ambulatoires et comme vous pouvez voir, que ce soit dans nos endroits publics, dans nos salles d'attente et dans tous les lieux de soins est apparu là, les plexiglas, les équipements de protection individuelle, les masques. Donc, quelque chose qui était majeur et également pour sécuriser les gens dans leurs endroits de travail au sein des bureaux. On a eu aussi à planifier notre équipement, donc l'équipement de protection individuelle, donc de gérer un entreposage qui était inexistant au début pour répondre en temps réel aux besoins d'équipement de protection individuelle. Donc, ça vous fait un petit tour et je cède la parole à Martine. Merci, Patricia. Prochaine diapo, Tina, s'il vous plaît. Bien sûr, ce qu'il fallait aussi faire, c'est s'occuper de notre personnel. L'environnement, les processus ont été discutés par Patricia, mais sous le leadership de notre direction des ressources humaines, on a rehaussé l'équipe disponible pour faire tous les suivis de dépistage des employés. Vous imaginez combien cette ligne que nous connaissons tous bien, 44 Flu, à l'interne, a été sollicitée. Il y a eu presque 8000 appels à cette ligne-là, 8900 courriels pour la gestion des expositions. Donc, à chaque fois qu'un événement était identifié à l'interne, tout un suivi était fait avec l'équipe du contrôle et de la prévention des infections. C'est une bonne pratique qui a été mise en place immédiatement au CESM et qui continue à être suggérée aux autres établissements qui ont parfois du mal à s'occuper des éclosions auxquelles ils font face. On a aussi mis en place la ligne psychosociale avec l'aide des psychiatres de l'organisation. Cette ligne a été peu utilisée. On s'est rendu compte que nos collègues s'appuyaient les uns sur les autres pour faire face aux situations difficiles. Donc, c'est un modèle que nous garderons en tête pour la suite de l'aide que nous voulons offrir à nos employés et à nos médecins. Les ressources humaines ont mis en place une stratégie de bien-être, le programme LiveSpeak, auquel les gens peuvent s'abonner, des bons conseils, des recommandations et des références pour tous les aspects de la vie qui ont été touchés par la réponse à la pandémie, autant au travail, mais aussi dans notre vie de tous les jours, notre vie familiale. Plusieurs de nos employés ont travaillé de la maison. C'est donc une nouvelle façon de faire pour plusieurs. L'équipement, la mise en place des processus pour éviter que ces gens qui n'avaient pas besoin de rentrer dans l'hôpital puissent continuer à contribuer à l'organisation sans avoir à se présenter. Et nous avons offert le stationnement gratuit à un moment où la transmission communautaire était très élevée et où, bien sûr, les gens n'étaient pas vaccinés. Nous l'avons fait à la première vague et de nouveau à la deuxième vague. Prochaine diapositive. Patricia a parlé de la réponse du CESM à la pandémie et de la mobilisation extrême que nous avons vécue lors de la première vague et le souhait lors de la deuxième vague de travailler différemment. Alors, nos espaces et nos équipements étaient en place. Le personnel avec l'expertise requise était déjà fatigué après la première vague, bien sûr, mais on savait où étaient ces gens dans l'organisation. Il y avait tout un processus pour les solliciter, alors que le nombre de patients commençait à augmenter de nouveau lors de la deuxième vague. Et bien sûr, les protocoles de traitement et les approches de traitement étaient mieux connus et bien compris. Ce qui fait que lors de la deuxième vague, conformément avec les orientations du ministère, ce qui a été décidé, c'est d'ajuster la capacité de l'organisation au nombre de patients qui sollicitaient nos soins et qui nous étaient transférés. Un des enjeux que nous avions et que nous avons toujours, c'est qu'il y a les patients qui ont la COVID et qui sont contagieux, mais aussi les patients qui sont dits rétablis, c'est-à-dire qui ne sont plus contagieux, mais qui ont toujours besoin de soins. Alors aujourd'hui, par exemple, nous avions ce matin 19 patients avec la COVID, dont 8 sont aux soins intensifs, mais 19 autres patients sont des patients rétablis, dont 5 aux soins intensifs.
et qui ne sont pas toujours assez bien pour aller à la maison ou dans le prochain établissement où ils seront suivis. Ça nous a permis aussi cette agilité à répondre aux besoins de l'urgence. On a vu que lors de la première vague, nos urgences étaient très peu sollicitées. Elles le sont de nouveau beaucoup. Nos urgences sont très occupées et on voulait garder la capacité d'admettre les patients non COVID à l'urgence, qui sont à l'urgence et qui ont besoin d'être hospitalisés. Patricia a parlé du réajustement de notre capacité pour les chirurgies qui sont programmées. Vous savez qu'on a une diminution d'à peu près 25% du volume que nous aurions fait si nous n'avions pas eu à vivre avec la COVID. Donc, nous travaillons à réaugmenter la cadence, mais pendant la deuxième vague, on voulait s'assurer qu'on limitait l'accès pour les patients qui avaient besoin d'une chirurgie seulement si le lit était nécessaire pour les patients COVID. L'autre réalité à laquelle on a fait face, c'est que plus la transmission communautaire augmentait, plus nos employés même étaient affectés avec la COVID. Il y a donc eu des situations où il y a eu des éclosions sur certaines unités. Parfois, un patient amenait la COVID, mais quand c'est un patient, la mise en place et les protocoles sont connus et bien suivis. C'était souvent quand nos collègues arrivaient de la communauté avec la COVID et parfois de façon asymptomatique, qu'on a vécu des éclosions sur certaines unités. Donc, on s'assurait quand une unité touchait une clientèle en particulier que le réaménagement des unités permettait de rééquilibrer cet accès-là, soit pour la chirurgie ou la médecine. Et c'était un exercice qui était fait sous le leadership du comité stratégique qui était mené par Dr. Sidorovitch, notre directrice des services professionnels, avec la directrice des soins infirmiers, mais aussi tous les leaders cliniques et clinico-administratifs qui étaient touchés dans l'exercice. On peut passer à la prochaine diapo. Le CUSM a continué sa mission autant qu'elle le pouvait, malgré la capacité qui était requise pour la réponse à la pandémie, mais elle est aussi allée au-delà. L'établissement est allé au-delà de ce que chacun des groupes faisait à l'habitude. Alors, d'abord, il y a tous les patients adultes qui ont été hospitalisés à l'hôpital de Montréal pour enfants. 7 adultes ont été admis en pédiatrie, 13 adultes ont été admis aux soins intensifs pédiatriques, 61 adultes ont eu leur test d'imagerie à l'hôpital de Montréal pour enfants et 71 adultes ont été traités en post-opératoire par leur chirurgien, mais par l'équipe de l'hôpital de Montréal pour enfants. Il y a aussi le déplacement du personnel au sein des autres secteurs, on en a parlé. Donc, on a sollicité des gens qui allaient dans des secteurs qui étaient moins sollicités. On essayait de garder le neuro-froid, par exemple. Et donc, il y avait eu moins d'activités pendant la première vague. L'hôpital de Montréal pour enfants était aussi moins sollicité puisque les enfants ont été moins hospitalisés. Donc, il y a eu en tout 220 infirmières qui ont été déplacées pendant la première vague pour aller prêter main forte à leurs collègues dans des secteurs d'activité qui avaient besoin de plus de gens avec leur expertise, 135 lors de la deuxième vague. Il y a bien sûr la contribution du personnel des services multidisciplinaires et de certains groupes administratifs. Alors, on est allé prêter main forte dans 2 CHSLD du CIUS de l'Ouest de l'île de Montréal au printemps. Alors, encore une fois, les gens du neuro, du children's, mais aussi des aides de services qui venaient des services administratifs, des finances, des technologies de l'information, des gens qui ont généreusement donné de leur temps pour aller prêter main forte dans les CHSLD. Tard à l'automne, le Saguenay-Lac-Saint-Jean a été une des premières régions à vivre la deuxième vague et ils ont sollicité la province et 15 infirmières du CUSM se sont rendues jusqu'au Saguenay pour aller leur prêter main forte. La demande était pour les CHSLD, mais on a pensé qu'on pouvait les aider encore davantage si on allait au sein de l'hôpital, dans les unités médico-chirurgicales et les soins intensifs, et c'est là que nos infirmières sont allées leur prêter main forte.
Il y a bien sûr le déploiement de nos experts en prévention et contrôle des infections dans les autres établissements. À partir du 1er juillet, le ministère nous a contactés à intervalles réguliers de façon occasionnelle, soit pour aller dans un hôpital ou un CHSLD du réseau, parfois privé, parfois public, pour regarder leurs pratiques et faire des recommandations. J'ai parlé un petit peu plus tôt de la pratique que nous avons ici de travailler en étroite collaboration, le bureau de santé et le groupe de prévention de contrôle des infections. Alors, c'est une des nombreuses recommandations qui a été faite à d'autres établissements. Bien sûr, le groupe de la PCI était présent au CCMU lors de chacune des rencontres et c'est leur expertise qui nous a permis de prendre des décisions, mais ils ont été aussi mis en contribution hors de notre établissement. La clinique de dépistage, c'est une responsabilité populationnelle, mais on a gardé ce que nous appelons le CDD au Glen ouvert pour la population en général, en plus de s'occuper de nos patients et de nos employés. La clinique de vaccination, sous le leadership de Patricia, a été mise en place. Alors, nous prêtons main forte à l'effort populationnel. Donc, nous vaccinons nos employés, mais aussi des gens qui prennent rendez-vous via Clic Santé. Je voudrais dire un petit mot sur la recherche. On a parlé du fait que plusieurs chercheurs ont réorienté leur recherche. 208 protocoles ont été faits pour la COVID et souvent par des chercheurs qui avaient d'autres préoccupations et questions de recherche avant la pandémie. Il y a eu 28 essais cliniques. Et aussi, un de leurs espaces bien équipés en chambre à pression négative a été cédé à la clinique, donc le Centre de médecine innovative, le CIM, a été cédé lors des 2 vagues pour traiter des patients COVID par les équipes cliniques. Ils ont dû réorganiser leurs services et nous les remercions. Prochaine diapo. Nous avons essayé d'extraire les grandes leçons que nous avons tirées de cette grande aventure. On va nommer ici quelques-uns des aspects de ces apprentissages. Bien sûr, dans un rapport plus étoffé, il y aura plus de données et on fera ce qu'on appelle en anglais des deep dives dans plusieurs aspects de notre réponse. Mais on voulait vous en nommer quelques-uns aujourd'hui. Alors, d'abord, ce qui a été remarquable, c'est la vitesse et la justesse avec laquelle nous travaillons quand nous étions unis derrière un seul et même objectif et que nous travaillons en interdisciplinarité. Il y a aussi, bien sûr, une mise en œuvre qui a été facilitée par des règles qui ont été assouplies au niveau ministériel par la réduction du niveau de contrôle qui était nécessaire pour travailler extrêmement vite alors que la situation évoluait quotidiennement, que les consignes étaient reçues quotidiennement. Chaque projet était l'opportunité de revoir, bien sûr, si nous répondions aux règles, aux meilleures pratiques de la PCI, mais aussi de revoir le processus lui-même, de l'améliorer pour pouvoir répondre à la situation et le bonifier quand il était déjà en place. Il y a aussi les communications qui ont été cohérentes et transparentes tout au long de l'exercice. Le CCMU et la direction générale étaient le lieu où toutes les décisions organisationnelles étaient prises. Elles étaient prises en lien avec les orientations ministérielles avec lesquelles nous avions des contacts presque quotidiens. Et on l'a dit plusieurs fois, menées par les meilleures pratiques de la PCI. Et c'est là qu'était aussi discuter des meilleures stratégies de communication. Donc, on a travaillé à plusieurs niveaux. Après la première vague, les cadres intermédiaires nous ont dit on a besoin d'être informés plus rapidement et d'être mis à contribution quand est venu le temps donc de convaincre nos employés d'être vaccinés. Ce sont vers eux que nous nous sommes tournés et avec les gens du contrôle et la prévention et le contrôle des infections ont développé des stratégies pour convaincre leurs employés qui n'étaient pas certains que la meilleure chose pour eux, c'était la vaccination. Il y a bien sûr les webinaires auxquels plusieurs d'entre vous étiez conviés, qu'on a maintenus de manière assidue.
On a voulu transmettre l'information la plus à jour, mais aussi répondre aux questions de la communauté interne. On y a amené des experts et des témoignages de gens de notre organisation qui avaient vécu quelque chose qui pouvait inspirer les nôtres. Et bien sûr, on l'a évoqué, plusieurs de nos experts ont été dans les médias pour vulgariser la science, pour essayer de donner de l'information pertinente à la communauté en général. Un petit mot sur les technologies. Certaines de ces technologies étaient disponibles, mais quand on n'a pas accès à nos façons habituelles de faire, nos façons favorites de faire les choses, c'est là qu'on les sollicite davantage. Alors, on a tous appris à faire des rencontres dans le Zoom. Par contre, on a amené des tablettes au chevet des patients. On a amené des résultats négatifs par texto aux gens qui venaient à nos centres de dépistage. Ce sont tous des processus qui vont maintenant rester en place pour soutenir nos efforts. Alors, ça fait le tour des apprentissages que nous avions. Je voudrais remercier les gens qui ont contribué à cette présentation. Outre Patricia Lefebvre, que je veux saluer tout particulièrement, elle s'est occupée d'organiser les approvisionnements et la logistique de la distribution des masques lors de la première vague et tout l'effort de vaccination du CESM lors de la deuxième. Merci beaucoup, Patricia. Dr. Sidorovitch, Alain Biron pour la DSI, Robert Barnes, DSP adjoint au Children's, Antoinette Zéré, directrice des services multidisciplinaires, Caroline Dubé, la DRH, Hélène Khalil, directrice de l'enseignement, Sylvie Tessier, responsable des communications, Charles Frenette, directeur médical de la PCI, Keith Woolrich, directeur de l'informatique et de la qualité, Marie-Astrid Lefebvre, directrice de la PCI au Children's, et Pierre-Marc Legris, directeur des services techniques. Nous sommes disponibles pour des questions et les gens que je viens de nommer le sont aussi. Bon, merci Martin. Je crois que Pierre veut dire quelques mots. Yes, thank you, Et Dr. nous pouvons commencer la question. Okay, thank you very much, Dr. Pritchard. Well, Martin already mentioned all the members of the CCMU, so I wanted to mention their name. But of course, I really want to thank everyone at the MUIHC, our professionals, our staff, our doctors, nurses, allied health professionals for everything that we've done over the last year. I think we did really our part in the efforts of the province to cope with COVID-19. We admitted more than 1,600 patients in our hospitals over this time frame because they needed a hospital stay because of COVID. That's a lot of people. I know that many people suffer from pandemic fatigue, clearly. Some people are very tired. They're looking forward for the summer, looking forward to the summer. Some of you might even feel distraught by the situation. And I would like to reiterate once again everything that's at your disposition. If you ever need help, the helpline, also le programme d'aide aux employés. You can talk to your manager. You can talk to a peer. You can talk to someone from human resources. Really a race is going on now between the vaccines and the variants. We hope to be able to vaccinate as many people as possible and as soon as possible to win this race. Some of you might remember that at the beginning of the COVID pandemic, I was telling you that we were going to run a marathon. And it was indeed a marathon. But I think we can see the finish line at the present moment. It's going to happen in a few months during the summer, maybe early fall. We'll see whether or not we have a third wave. But I think we can see the finish line. I've never ran a marathon, but people who have run a marathon tell me that the last 1 or 2 kilometers are impossible to manage. It's about impossible to manage. So it's not over yet. But I think we can see maybe the finish line, and we have to carry on, keep calm and carry on.
for a few more months. Personally, I think that starting in July, August, we'll go back to a somewhat more normal life that we were used to. I hope I'm not wrong, but we still have to carry on at the present moment. I was listening to a TV program last night on Société Radio-Canada Enquête on the psychological state of many people who work in the network. There was no one from the MUHC, I think, because they were talking mostly about CIUS and CIS. But of course, we can see that some other institutions have also suffered severe consequences from the COVID pandemic on staff morale, on staff psychological well-being. And it's been really a tough time. And at the same time, I think we really did everything that we had to do to take care of our patients, take care of our people, even though the conditions were very difficult, dire conditions. So thanks again, everyone. And hopefully in a couple of months, 3-4 months, we'll be able to say it was a hell of a run, but the marathon is over. We're going back to a more normal life. Voilà, Madame la Présidente, c'était mon message. Now we might have questions for Martine or Patricia or me, whatever. Bon, merci Pierre. Et moi aussi, je veux remercier toutes les équipes. C'était un effort extraordinaire. C'est vraiment incroyable. Are there questions for Martine or Patricia? Yes, Kevin. So first of all, congratulations. What a team effort. You guys did a lot of things differently as a result of this. You had to, but you showed great creativity and innovation. Is there any one target now that you would like to attack with the lessons of the pandemic behind you? Is there one process that you'd like to take the bull by the horns on? There are probably many answers to that question, Mr. O'Farrell. And I will mention that the people I've thanked for the presentation are also available to answer your question if ever you had specific question for their particular area. One thing that was spectacular during our, especially the first wave, is our ability to move extremely fast when we are focused and working on one project. Now that there are fewer COVID patients within the MUHC, there are many, many, many projects that are emerging, and we have to prioritize and to decide which one we will bring to the finish line, or rather than to take on too many and to move them too slow. So that's for me an important lesson. Martina, along the same lines, you know, everybody's talking about, you know, you come out stronger, right? Build stronger after. So what are the main things we will keep in what we do from what we've learned? I think many of the things that we've mentioned we will keep. The environment, Dr. Frenette will tell you, we had submitted those requests. Now we've improved the environment in many ways. Of course, we'll keep that in mind when we modernize the sites that will be modernized over the next few years. The fact that we need simulation is such a good thing when we work fast. You review the process in theory, and then you do a simulation. We've done a lot of that. Vaccination is the latest example. Again, focus, communication from the top, but trickling down to everywhere. We lose sight of that in the daily activities, but it's back to basics. Okay, other questions? If I could make a comment. Wait. From an employee perspective, I would say that one of the
strong points that came out is to have a centralized message coming from the top down. It was, I think, essential and very well appreciated that the CCMU was relatively quick to communicate. And I think if there's anything I take away from this is that the communication definitely between the, I guess, the top and the floor, what's happening on the grounds has improved immensely. So I think that's all to the credit of our direction team. And if I could have, though, another additional comment, though, I think what was great to see is that a lot of our processes to order, specifically in procurement, seem to improve by 150%, if not more, during the pandemic. I think a lot of us got used to it, and I'm hoping that that will be one of the things that we keep, because now we've gotten used to this sort of efficiency, and it would be nice to keep it. Dr. Pritchard, when I was speaking, Patricia had raised her hand, so maybe she'd like to give words. I was just going to add that one of the things we've learned is to take calculated risk. I think what we did, because we were in a hurry to implement things, that we have a tendency to be very detail-oriented, and we wouldn't go live until 100% was checked. And during the pandemic, we did our innovation was when we decided to go live, because we knew it could be some situations that we did not encounter for, but the benefits were greater than the risk. And we jumped. We usually don't work that way. So we learned, for example, when we started to send text messages for negative results, there were some conditions people said, like, have you thought about if this occurs? It could have been like a very detailed situation. And we said, no, the benefit of people getting their results within 24 hours on their cell phone is greater than thinking, have we missed one scenario? We went live, and actually we're just improving time after time. We didn't have any hiccups, but it went live and it was a great benefit. So I think we should learn from our projects that if we're there, but we're not sure if we thought about everything, that we should go live when we actually can demonstrate that the benefits are greater than being 100%. So we learn to take risk, I think. Calculated. There's a well-worn expression that says, don't let perfection get in the way of good. So maybe that's what we've learned. Anita. Sorry, just very quickly, because of time constraints, I just wanted to really thank the La Haute Direction, everyone who has led through the pandemic thus far. And one of the things that I would really want to highlight is the transparency as well. That was so much appreciated, whether or not we had all the answers. Just the fact that the responses were timely, and people understood, when there were concerns, that it was being addressed to the best of our ability, even as we continue to learn. And lastly, I would say the fact that the MUHC and other healthcare institutions were well supported with the financial resources required to make this robust response as good as it has been is also an important lesson. And I would hope that this will also be kind of attended to going forward, that we will be adequately resourced, if you will. Thank you. Thanks, Anita. Other questions or comments? Mr. Cricht, I think. Yeah. Hi, everyone. Very, outstanding presentations from everyone. Thank you, and a lot to absorb. I was interested in Leanne Feldman's program presentation this morning on surgeries, and just listening to everything that the institution's gone through in the last year, and I congratulate Dr. Feller for being the captain of the ship. But the human aspect is the one that I'm wondering whether you could make a comment on, Dr. Feller.
everyone has worked extremely hard and delivered the results that are really outstanding. But people, I think, are tired, and I'm not sure to what extent the resources are being used that are made available, even though I think it's appropriate that they're available. And as we think about trying to ramp up to normalcy with a group of people that have worked so incredibly hard, how do we make sure that we don't push people too hard, and that we don't lose what we've got in terms of the balance? Okay, thank you for the question. It's a difficult question because, of course, nobody wished for this pandemic. It just happened. I guess it's the same thing with a war. You have to wage war even though you don't want to wage war. So we had to take care of these patients. We had to work a lot. People were displaced. They were working in sectors in which they were not accustomed to the different types of practices. People went to CHSLD, people went to Saguenay-Lac-Saint-Jean, some people from the OR ended up in the ICU, etc., etc. So it's been really, really difficult. The objective was always, even before the pandemic, to try to find a balance between quality of life at work and family life, or quality of private life as well. That has been the aim all along at the MUHC for many years. I think the fact that we don't have that much compulsory overtime, the temps supplémentaires obligatoire. Actually, we have very little, if any, at the present moment, where sometimes we're very insistent, asking people to stay, but saying to someone, you have to stay at 4 o'clock, you're not going home. I don't want that. We try to avoid it as much as possible, and we've been quite successful. The other thing I think that really helped is that we've been working with our own people. We've had very few needs in terms of main-d'œuvre indépendante agencies, because very often these people come in, they don't know our ways, they don't know our protocols. And very often staff members tell me, when I get someone from an agency, even though we don't use them at the MUHC, but in the past, people have told me it actually makes me work harder, having someone who doesn't know his or her way around our unit or our ER or whatever. So I think these are the two things that help somewhat. I think also that the fact that we insisted last summer, and at first that wasn't a given. We did insist with my colleagues in Montreal, and then we were able to convince our colleagues from the rest of the province that everyone should get at least 2 weeks vacation last summer. I think that did help, because that wasn't the original plan from the government, to be frank with you. And we did manage between the two first waves to get vacations for everyone who wanted vacations. And even though some people didn't want vacations, we told them you should be taking vacations. So now hopefully spring is coming. The weather is beautiful. The sun is out. I'm a bit worried that I was walking yesterday by Canal Lachine. To be frank with you, lots of people, very few masks, lots of people having a beer together, having lunch together, sitting on the grass, not respecting distanciation. I'm really worried about that. But these are the things we've been doing, and trying to keep our personnel, I wouldn't say happy, because it's not an easy situation, but at least in a reasonably good psychological well-being. Of course, some people have developed symptoms, and that's to be expected. There are different ways of helping these people, and there might be an aftermath. Post-traumatic stress syndrome very often happens after a certain number of months or years. So we hope it is not frequent within our staff, and we hope we can vaccinate people so fast enough so that we don't have to carry on working like that over the fall.
I don't know. That's what I would attempt as an answer. Okay. Other questions? Encore, merci à tous, à toutes, à tous. C'est incroyable, c'est difficile, c'est incroyable. C'est il y a un an que nous avons vraiment commencé avec toute cette... je ne suis pas certaine, c'est comme si il y a 5 ans ou un mois. Le temps, c'est difficile à dire au point de vue le soin. Intéressant. OK, merci. Autre chose, Dr. Feller? That's what I want to say after Martine and Patricia's presentations. OK, bon, merci. OK. Maintenant, nous avons Anita et Sita qui vont le rapport de CEAD. OK. Bonjour. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui, oui. Yeah. OK, merci. Au nom du Comité d'action pour l'inclusion, la diversité et l'équité, ou CAID, s'il vous plaît, permettez-nous, Madame Sita Ramdaz et moi, co-présidente du comité, de vous remercier toutes et tous, nos personnels, nos bénévoles, la collective du CUSUM, y inclut nos partenaires internes et externes, pour votre présence aujourd'hui, ainsi que votre engagement dans ce processus malgré tous les défis de cette pandémie. Even as public discourse on race, healthcare inequities, and discrimination in all its forms remain more heightened than ever, together at the MUHC, we have embarked on a bold, adventurous journey, one of deep reflection and introspection, de l'auto-évaluation, avec l'objectif d'établir le portrait démographique précis du CUSUM et d'identifier les opportunités, ainsi de la façon optimale d'améliorer les processus, les soins, les programmes, entre autres, to attain best practices in socio-culturally responsive healthcare. To this end, CAID is now actively consulting MUHC stakeholders through a variety of platforms. Next slide, please. Sorry. OK. Le 23 février a vu le lancement de notre premier sondage, cherchant entre autres pour savoir vos expériences et vos idées pour des solutions novatrices. At March 19th, there were already 588 responses. The more responses we get, the more complete the portrait will be. This is an opportunity not only to share ideas and concerns, but as I mentioned, solutions. We really are solutions driven here. The target for completion of the survey, the targeted deadline is on March 31st. Les réponses sont anonymes. Croyons-nous, ce sont anonymes. Donc, n'hésitez pas de compléter le sondage. Et vous voyez en bas le lien qui vous pouvez rejoindre soit par l'intranet au CUSUM ou soit par l'Internet si vous n'avez pas accès à une plateforme coopérative du CUSUM. Pour ceux qui sont un peu curieux, dans une analyse très préliminaire, nous avons identifié un niveau de réponse de 75% entre les femmes et du 25% pour les hommes. Il y en avait un peu moins de 2% des répondeurs qui sont identifiés comme autochtones. Il y en avait aussi 25% des répondeurs qui identifient comme visible minorities
and a little under 8% who identified as a minority sexual orientation or minority gender orientation. Although we know this is far too early to make any assumptions as to what the final actual portrait will be like. Bon. Next slide, please. Bon. Alors, le 23 février, il y a eu aussi lancement d'une inscription pour des groupes de discussion. We identified initially 18 categories of different focus groups, including the professional groups, nurses, physicians, allied health professionals, as well as non-clinical personnel and trainees, among others. Les personnes qui s'identifient à un sexe ou à une orientation sexuelle minoritaire, des membres de la communauté noire, people who identified with a socio-ethnocultural minority, and indigenous peoples, including First Nations, Métis, and Inuit categories, among several other categories. We are flexible. We want to ensure that the process is really informed by evidence and influenced by the personalized experiences, ideas, and solutions brought forward by our MUHC stakeholders. As such, we will be adding or subtracting from focus groups as we go forward based on patterns of registrations or based on emerging themes that arise as the survey responses continue to grow. We would like to take a moment to acknowledge the contributions and support of a few key players or partners, such as the various directorates that are helping us to get the survey distributed across the board and into the hands of all our stakeholders across the MUHC, including those who may not necessarily have an MUHC email address, for example. To that end, I want to highlight our Office of the DPS, but also our union leaders that have really taken this on and is working in partnership to ensure broad participation. Our Council of Nurses, departmental chiefs, Dr. Feller, who has also, done wonders in trying to promote participation in the survey. Bon. As a reminder, the other platforms on which you can reach us include the CADE, the dedicated CADE email address, cade@muhc.mcgill.ca, and the phone number indicated at the bottom of the slide, extension 37699. Next slide, please. Okay, so even as we engage with stakeholders, both internally and externally, we are continuing to create and to promote various learning opportunities. To that end, we have developed and offered workshops and webinars open to all MUHC stakeholders, everyone at the MUHC. These webinars have been most recently closed captioned and also recorded to improve accessibility at your convenience. And there are others in the works. Seminars such as unconscious bias and cultural safety. We have promoted webinars organized by some of our community partners, such as one coming up at the end of this week on Friday, entitled Racisme systémique d'hier à aujourd'hui, une conversation entre des experts dans les sciences politiques et l'histoire aussi, et aussi dans la recherche. Il y aurait aussi on April 14th, another opportunity we are promoting entitled Addressing the Discomfort in Discussions about Racism. We want to facilitate those conversations and make it easier to have the conversations that will in fact lend itself to innovation and to change that will benefit everyone at the MUHC. On May 12th, another one comes up entitled Unpacking Racism, Tools for Healthcare Workers. We are working in collaboration with McGill University in terms of
other opportunities organized by the SACE office or social consultation and community engagement office, so the social accountability, and community engagement office, which has put on a number of midday lunch and learn sessions, many of them giving us tools to assist in the educational mandate. So how do we interact with trainees? How do we take advantage of a teaching moment when an uncomfortable exchange or incident occurs in the classroom or elsewhere? Okay, we'd like you to porter attention à l'Internet pour les détails. Watch the intranet for news at Mon CUSUM, My MUHC. For those who have no access to the intranet, as I mentioned, we also have messages from CADE posted on MUHC's public-facing section of the internet, so you can access things there, including the survey. And but remember, this is a process, it's not an event. CETA, our other committee members, and I understand that it may take time to build trust among some MUHC stakeholders. We are happy to meet privately, and we have accommodated such requests already in the past several weeks. S'il vous plaît, aidez-nous à accomplir le mandat du CADE avec fierté. Help us to produce evidence-informed recommendations to guide the MUHC board and senior management with appropriate prioritization and implementation of the optimal actions to support our MUHC family to achieve its full potential vis-a-vis EDI. For the well-being of our patients, caregivers, workforce, volunteers, other MUHC stakeholders, including our community partners. Encore mille merci à nos leaders, Monsieur Peter Kreit, Dr. Feller, Martin Alfonso, Dr. Sidorowicz, our union leaders, Council of Nursing, and multiple directorates. Special thanks to Judith Torrell, a key partner on our committee, and to all our members on the CADE committee. We greatly appreciate the depth and breadth of your expertise and commitment to EDI. Et maintenant, je laisse le dernier mot à ma coprésidente, Madame Sita Ramirez. Merci. Thanks, Anita. You summarized everything so well. I just wanted to reiterate our gratitude for everyone who's supporting the initiative. We know you're all busy, and we appreciate all those of you who can help us get the survey out and make everyone aware of how to reach CADE through our email and our phone number, which are also posted on the intranet of the MUHC as well as its public-facing website. Merci à tout le monde. Merci. Bon, merci Anita et Sita. Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires? Je ne peux pas voir tout le monde encore. Je ne vois pas de questions. Bon, OK. C'est tout. Merci beaucoup et bonne chance avec le projet. C'est un projet très, très important. Merci beaucoup. Bon, maintenant, nous avons des questions. Je crois que nous avons reçu seulement une question. Nous avons reçu une deuxième question il y a à peine 1h30, mais on va quand même lui répondre. Okay. Madame la Présidente, les deux questions nous ont été soumises en français. Alors, selon notre habitude, nous allons répondre dans la langue dans laquelle la question était formulée. La première question nous vient de Madame Madalina Vlacheanu. Madame Vlacheanu se décrit comme étant une citoyenne contribuable journaliste. Elle nous écrit « Je réalise présentement une enquête concernant un incident qui a lieu à l'hôpital général au mois de mai 2020. En lien avec ce sujet, j'aimerais adresser quelques questions aux membres du CA. » Alors, récemment, là, c'est écrit l'HGJ. Moi, j'aurais tendance à penser que c'est l'hôpital général juif, mais peut-être que c'est une erreur d'orthographe.
a réalisé un débrief sur la gestion de la pandémie COVID-19 au CUSUM. Je ne suis pas au courant que l'hôpital général juif a fait un débrief sur la gestion de la pandémie chez nous, mais peut-être qu'il y en a eu un, mais je ne suis pas au courant. Puisque l'étude porte principalement sur la gestion de la pandémie pour en tirer des pistes d'amélioration, pensez-vous que la consultation des utilisateurs, c'est-à-dire les clients, les contribuables, pourrait enrichir et compléter une telle évaluation? C'était la première question. La deuxième, c'est est-ce qu'au niveau de l'hôpital, vous pratiquez une approche palliative intégrée aux soins primaires et est-elle utilisée auprès des patients qui sont en fin de vie? Avez-vous une zone dédiée à ce genre de soins? Troisième question, quelle a été la politique des visites à l'hôpital pour les personnes mourantes pour autre cause que celle de la COVID entre le 12 mars et le 31 décembre 2020? Et finalement, quatrième question, dans le cadre de l'hôpital général de Montréal, c'est peut-être ça, c'est peut-être l'hôpital général de Montréal, le service des soins spirituels offre un soutien spirituel, émotionnel et religieux aux patients et à leurs familles. Les intervenants en soins spirituels sont à l'hôpital quotidiennement de 8 h à 20 h, sauf les week-ends, de 8 h à 16 h. Ce service a-t-il fonctionné durant la période du 12 mars au 31 décembre 2020? Si ça, la réponse est non, pouvez-vous, s'il vous plaît, détailler le ou les raisons? Bon, Madame Vlachianou, ça va me faire plaisir de répondre à un certain nombre de questions, tandis qu'une autre va demander des précisions qu'on va devoir obtenir, puis on va vous répondre par écrit. Alors, est-ce qu'on pense que la consultation des utilisateurs et des clients contribuables pourrait enrichir et compléter une telle évaluation? Bien entendu. Tout au long de la pandémie, le CCMU a été en interaction avec le comité des usagers, entre autres M. Hurtaud et d'autres membres du comité des usagers qui nous ont posé des questions sur certaines des mesures qui avaient été mises de l'avant. Il n'y avait pas de patients partenaires au CCMU, tout simplement parce que les règles de prévention et de contrôle des infections interdisaient les visites à l'intérieur de l'hôpital, sauf pour les soins essentiels. Il est vrai qu'on aurait pu intégrer un patient partenaire à partir du moment où on a été en virtuel. Ça ne fut pas fait. C'est une excellente suggestion. Mais par contre, je peux vous assurer qu'il y a eu beaucoup d'échanges sur plusieurs mesures avec le comité des usagers, en particulier avec M. Hurtaud. La deuxième question, est-ce qu'au niveau de l'hôpital, vous pratiquez une approche palliative intégrée aux soins primaires et est-elle utilisée auprès des patients qui sont en fin de vie? La réponse, c'est oui. Alors, nous avons un service de soins palliatifs et qui est principalement géré du point de vue médical par des médecins de famille qui sont des médecins de soins primaires et qui est disponible pour les patients qui sont en fin de vie. Est-ce que vous avez une zone dédiée à ce genre de soins? La réponse est oui. Nous avons une unité de soins palliatifs qui est utilisée pour ce genre de soins et qui est localisée géographiquement en un endroit plutôt que partout à travers l'hôpital. Par contre, il se prodigue des soins palliatifs à d'autres endroits à l'hôpital, y compris aux soins intensifs et ailleurs. Quelle a été la politique des visites à l'hôpital pour les personnes mourantes d'autres causes que la COVID entre le 12 mars et le 31 décembre? C'est la politique qui avait été dictée par le ministère de la Santé et des Services sociaux. Malheureusement, ça a eu des impacts négatifs sur beaucoup de familles, aussi bien les personnes décédées qui sont souvent décédées seules, loin des leurs, des fois simplement avec un appel téléphonique ou une tablette, que pour les familles qui n'ont pas vraiment eu la chance de vivre le deuil complètement. Mais nous avons suivi les directives à la lettre du ministère de la Santé et des Services sociaux. Finalement, pour la question qui regarde le service de soins spirituels à l'Hôpital général de Montréal, je devrais vous revenir, votre question étant trop précise. Puis comme on l'a reçu hier soir, je n'ai pas été en mesure ce matin d'obtenir une réponse à votre question. On vous remercie, Mme Vlachianou, de vos questions. J'aimerais aussi vous dire que si, en tant que journaliste, vous faites une enquête sur un incident qui a eu lieu à l'hôpital général au mois de mai, la personne de qui vous obtenez vos informations peut toujours aussi, bien entendu, parler à notre ombudsman, à notre commissaire local, à la qualité des services et aux plaintes, qui est Mme Lynne Casgrain, qui se fait un plaisir de la rencontrer, de discuter avec elle et de voir ce qu'on aurait pu faire différemment si jamais il y a eu des problèmes de satisfaction de ces personnes-là. Voilà, ça c'était la première question.
La deuxième question nous vient justement de M. Hurtaud. M. Hurtaud nous dit je suis un peu en retard. On a reçu la question ce matin, ce n'est pas grave, on va y répondre. C'est une question importante pour le conseil d'administration. Le projet OPAL, primé plus d'une fois par diverses instances dont le ministère, s'avère un outil essentiel pour les usagers. Le PDG a reconnu son importance et avait promis d'en faire une priorité. Or, le projet a du plomb dans l'aile, et ça bien avant la pandémie. Son comité d'orientation ne s'est réuni qu'une seule fois. Les usagers ne comprennent vraiment pas pourquoi l'immobilisme qui le frappe. Difficile de penser que ce soit le virus du COVID-19 qui le paralyse. Pouvez-vous enfin nous donner espoir d'une prochaine avancée? Alors, M. Hurtaud, en effet, l'outil OPAL, le projet OPAL, est un outil essentiel pour nos usagers et il est encore utilisé par plusieurs de nos usagers, principalement en cancérologie, mais aussi en d'autres secteurs. Nous en avions reconnu son importance et nous en avions fait un des objectifs de l'année 2020-2021. L'objectif spécifique était d'obtenir du ministère de la Santé et des Services sociaux qu'il reconnaisse OPAL comme l'app patient de l'ensemble du réseau de la santé et des services sociaux au Québec. Or, et c'était en effet avant la pandémie. Or, malheureusement, le ministère a fait un choix différent. Il a décidé d'aller en appel d'offres, ce qui n'est pas encore fait. Ça a été retardé par la pandémie, pour voir si un autre app patient pourrait remplir plus les objectifs que le ministère s'est donnés. Bien entendu, OPAL pourra postuler à l'intérieur de cet appel d'offres-là, mais ceci a modifié énormément l'approche des concepteurs d'OPAL qui continuent à développer des projets en lien avec de la recherche, avec l'entreprise privée. Et dans ce contexte, on a revu l'entente que nous avions de développement avec OPAL. Nous sommes maintenant encore en collaboration, mais nous ne sommes pas aussi intimement liés au développement que nous l'étions auparavant. Mais nous sommes toutefois en soutien. Nous avons des contacts réguliers avec le Dr. John Tilray et le Dr. Tarek Izal, qui sont les innovateurs derrière OPAL. Donc, ce n'est pas le virus de la COVID-19 qui a paralysé ce projet-là. C'est une décision autre du ministère de la Santé. Et personnellement, on espère toujours qu'en bout de ligne, on réalisera les grands avantages d'OPAL par rapport aux produits compétiteurs, parce que nous les connaissons aussi, et que peut-être qu'OPAL finira par s'imposer. Voilà, c'était la réponse à la question, Madame la Présidente. OK, merci. Et pas des autres questions, oui, c'est juste les deux. C'était nos deux seules questions aujourd'hui, Madame la Présidente. OK, excellent. Est-ce qu'il y a des questions des membres du conseil? Non? Bon, sinon, j'ai juste, I have some good news. Nous avons reçu le 10 mars un décret du Conseil des ministères que le mandat de Dr. Feller est prolongé le 27 de mai 2021, ça veut dire encore seulement 2 mois, jusqu'à le 6 septembre 2022. Bon, et merci Pierre. Et merci, et merci les conseils des ministères. Bon. C'est vraiment un honneur pour moi et un privilège de pouvoir continuer à œuvrer comme PDG de cette grande organisation. Je veux remercier le Conseil de sa confiance parce que le Conseil a été consulté par le Conseil des ministres avant cette décision. Et puis, je veux remercier, bien entendu, l'ensemble des gens qui travaillent au CUSIM et l'équipe de direction. C'est vraiment un plaisir, un privilège pour moi de continuer. Voilà. Merci. Bon. Est-ce qu'il y a autre? Is there other business? Quelqu'un veut dire quelque chose? Des questions, autre chose? Bon, sinon, we have our movers and seconders. So we move and second that the meeting is adjourned. And we'll see you all in May. Merci. Thank you very much. Thank you, everyone.